Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous lire Stendhal, le rouge et le noir, enfin je vais continuer de le lire et comme on m'avait demandé de vous montrer la lecture au fur et à mesure de ce que je vous lisais, si vous souhaitez suivre, il n'y a aucun souci, on va lire ensemble. Donc c'est un livre de poche classique, donc texte intégral, il est assez sympa, moi j'aime beaucoup sa présentation en rouge sur les côtés. Et classique à l'intérieur. Donc on s'est arrêté sur ce chapitre-là, donc c'est le chapitre numéro 8. Je vais essayer de vous le faire en grand, que vous puissiez voir un peu mieux. Et ça va pas être facile à suivre en même temps parce que le texte il va pas être aussi grand, je sais pas si ça va bien se voir. Donc, petits événements. Then there were sight, the deeper for suspicion, and stolen glances, sweeter for the theft, and burning blushes, thoughts for no transgressions. Don Juan. Alors, l'angélique, deux sœurs que Madame de Rênal devait à son caractère et à son bonheur actuel n'était un peu altérée que quand elle venait à songer à sa femme de chambre, Elisa. Cette fille fit un héritage, alla se confesser au curé Chélan et lui avoua le projet d'épouser Julien. Le curé eut une véritable joie du bonheur de son ami, mais sa surprise fut extrême quand Julien lui dit d'un air résolu que l'offre de mademoiselle Élisa ne pouvait lui convenir. « Prenez garde, mon enfant, à ce qui se passe dans votre cœur, » dit le curé fronçant le sourcil. « Je vous félicite de votre vocation, si c'est à elle seule que vous devez le mépris d'une fortune plus que suffisante. Il y a 56 ans sonné que je suis curé de Verrières, et cependant, suivant toute apparence, je vais être destitué. Ceci m'afflige, et toutefois, j'ai 800 livres de rente. Je vous fais part de ce détail afin que vous ne vous fassiez pas d'illusions sur ce que vous attend dans l'état de prêtre. Si vous songez à faire la cour aux hommes qui ont la puissance, votre perte éternelle est assurée. Vous pourrez faire fortune, mais il faudra nuire aux misérables, flatter le sous-préfet, le maire, l'homme considéré, servir ses passions, cette conduite qui dans le monde s'appelle savoir-vivre, peut pour un laïc n'être pas absolument incompatible avec le salaud. Mais d'un autre état, il faut opter. Il s'agit de faire fortune dans ce monde ou dans l'autre, il n'y a pas de milieu. Allez, mon cher ami, réfléchissez et revenez dans 3 jours me rendre une réponse définitive. J'entrevois avec peine, au fond de votre caractère, une ardeur sombre qui ne m'annonce pas la modération et la parfaite abnégation des avantages terrestres nécessaires à un prêtre. J'augure bien de votre esprit, mais permettez-moi de vous le dire, ajouta le bon curé, les larmes aux yeux, dans l'état de prêtre, je tremblerai pour votre salut. Julien avait honte de son émotion. Pour la première fois de sa vie, il se voyait aimé. Il pleurait avec délice et alla cacher ses larmes dans les grands bois au-dessus des verrières. « Pourquoi l'état où je me trouve ?» se dit-il enfin. « Je sens que je donnerais 100 fois ma vie pour ce bon curé Chélan. Et cependant, il vient de me prouver que je ne suis qu'un sot. C'est lui, surtout, qui m'importe de tromper. Il me devine. Cette ardeur secrète dont il me parle, c'est mon projet de faire fortune. Il me croit indigne d'être prêtre, et cela précisément quand je me figurais que le sacrifice de 50 louis de rente allait lui donner la plus haute idée de ma piété et de ma vocation. À l'avenir, continua Julien, je ne compterai que sur les parties de mon caractère que j'aurais prouvées. Qui me dit que je trouverai du plaisir à répandre des larmes, que j'aimerais celui qui me prouve que je ne suis qu'un sot. 3 jours après, Julien avait trouvé le prétexte dont il eût dû se munir dès le premier jour. Ce prétexte était une calomnie, mais qu'importe. Il avoua au curé, avec beaucoup d'hésitation, qu'une raison qu'il ne pouvait lui expliquer parce qu'elle nuirait un tiers, l'avait détourné tout d'abord de l'union projetée. C'était accuser la conduite d'Élisa. M. Chélan trouva dans ses manières un certain feu tout mondain, bien différent de celui qui eût dû animer un jeune lévite. « Mon ami, lui dit-il encore, soyez un bon bourgeois de campagne, estimable et instruit, plutôt qu'un prêtre sans vocation.
Julien répondit à ces nouvelles remontrances, fort bien, quant aux paroles. Il trouvait les mots qu'eût employés un jeune séminariste fervent. Mais le ton dont il les prononçait, mais le feu mal caché qui éclatait dans ses yeux alarmait M. Chélan. Il ne faut pas trop mal augurer de Julien. Il inventait correctement les paroles d'une hypocrisie cauteleuse et prudente. Ce n'est pas mal à son âge. Quant au ton et aux gestes, il vivait avec des campagnards, il avait été privé de la vue des grands modèles. Par la suite, à peine lui eût-il été donné d'approcher de ces messieurs, qui fut admirable pour les gestes comme pour les paroles. Madame de Rênal fut étonnée que la nouvelle fortune de sa femme de chambre ne rendît pas cette fille plus heureuse. Elle la voyait aller sans cesse chez le curé, en revenir les larmes aux yeux. Enfin, Élisa lui parla de son mariage. Madame de Rênal se crut malade. Une sorte de fièvre l'empêchait de trouver le sommeil. Elle ne vivait que lorsqu'elle avait sous les yeux sa femme de chambre ou Julien. Elle ne pouvait penser qu'à eux et au bonheur qu'ils trouveraient dans leur ménage. La pauvreté de cette petite maison où l'on devrait vivre avec 50 louis de rente se peignait à elle sous des couleurs ravissantes. Julien pourrait très bien se faire avocat à Bray, la sous-préfecture à 2 lieues de Verrières. Dans ce cas, elle le verrait quelquefois. Madame de Rênal crut sincèrement qu'elle allait devenir folle. Elle le dit à son mari, enfin tomba malade. Le soir même, comme sa femme de chambre la servait, elle remarqua que cette fille pleurait. Elle abhorrait Élisa dans ce moment et venait de la brusquer. Elle lui en demanda pardon. Les larmes d'Élisa redoublèrent. Elle lui dit que si sa maîtresse le lui permettait, elle lui conterait tout son malheur. « Dites, répondit madame de Rênal. Eh bien, madame, il me refuse. Des méchants lui auront dit du mal de moi, il y croit. Qui vous refuse dit madame de Rênal, respirant à peine. Et qui, madame, si ce n'est monsieur Julien répliqua la femme de chambre en sanglotant. Monsieur le curé n'a pu vaincre sa résistance, car monsieur le curé trouve qu'il ne doit pas refuser une honnête fille, sous prétexte qu'elle a été femme de chambre. Après tout, le père de monsieur Julien n'est autre chose qu'un charpentier lui-même. Comment gagnait-il sa vie avant d'être chez madame? Madame de Rênal n'écoutait plus. L'excès du bonheur lui avait presque ôté l'usage de la raison. Elle se fit répéter plusieurs fois l'assurance que Julien avait refusée d'une façon positive et qui ne permettait plus de revenir à une résolution plus sage. « Je veux tenter un dernier effort, dit-elle à sa femme de chambre, je parlerai à monsieur Julien. » Le lendemain, après le déjeuner, madame de Rênal se donnait la délicieuse volupté de plaider la cause de sa rivale et de voir la main et la fortune d'Élisa refusées constamment pendant 1 heure. Peu à peu, Julien sortit de ses réponses compassées et finit par répondre avec esprit aux sages représentations de madame de Rênal. Elle ne put résister au torrent de bonheur qui inondait son âme après tant de jours de désespoir. Elle se trouva mal tout à fait, quand elle fut remise et bien établie dans sa chambre et renvoya tout le monde. Elle était profondément étonnée. « Aurais-je de l'amour pour Julien ?» se dit-elle enfin. Cette découverte qui, dans tout autre moment, l'aurait plongée dans les remords et dans une agitation profonde, ne fut pour elle qu'un spectacle singulier, mais comme indifférent. Son âme épuisée par tout ce qu'elle venait d'éprouver n'avait plus de sensibilité au service des passions. Madame de Rênal voulut travailler et tomba dans un profond sommeil. Quand elle se réveilla, elle ne s'effraya pas autant qu'elle l'aurait dû. Elle était trop heureuse pour pouvoir prendre en mal quelque chose. Naïve et innocente, jamais cette bonne provinciale n'avait torturé son âme. Pour tâcher d'en arracher un peu de sensibilité et quelques nouvelles nuances de sentiments ou de malheur. Entièrement absorbée avant l'arrivée de Julien par cette masse de travail qui, loin de Paris, et le lot d'une bonne mère de famille, madame de Rênal pensait aux passions, comme nous pensons à la loterie, du prix certain et bonheur cherché par des fous. La cloche du dîner sonna. Madame de Rênal rougit beaucoup quand elle entendit la voix de Julien qui emmenait les enfants. Un peu à droite, depuis qu'elle aimait, pour expliquer sa rougeur, elle se plaignit d'un affreux mal de tête. « Voilà comme sont toutes les femmes, lui répondit M. de Rênal avec un gros rire.
Il y a toujours quelque chose à raccommoder à ces machines-là. Quoique accoutumée à ce genre d'esprit, ce ton de voix choqua Madame de Rênal. Pour se distraire, elle regarda la physionomie de Julien. Il eût été l'homme le plus laid que dans cet instant il lui plut. Attentif à copier les allures des gens de cour. Dès les premiers beaux jours du printemps, M. de Rênal s'établit à Vergy. C'est le village rendu célèbre par l'aventure tragique de Gabriel. À quelques centaines de pas des ruines si pittoresques de l'ancienne église gothique, M. de Rênal possède un vieux château avec ses 4 tours et un jardin dessiné comme celui des Tuileries, avec force bordure de buis et allées de marronniers taillés 2 fois par an. Un champ voisin planté de pommiers servait de promenade. 8 ou 10 noyers magnifiques étaient au bout du verger, leur feuillage immense s'élevait peut-être à 80 pieds de hauteur. Chacun de ces maudits noyers, disait M. de Rênal quand sa femme les admirait, me coûte la récolte d'un demi-arpent, le blême peut venir sous leur ombre. La vue de la campagne sembla nouvelle à Madame de Rênal, son admiration allait jusqu'au transport. Le sentiment dont elle était animée lui donnait de l'esprit et de la résolution. Dès le surlendemain de l'arrivée à Vergy, M. de Rênal étant retourné à la ville pour les affaires de la mairie, Madame de Rênal prit des ouvriers à ses frais. Julien lui avait donné l'idée d'un petit chemin sablé qui circulerait dans le verger et sous les grands noyers et permettrait aux enfants de se promener dès le matin, sans que leurs souliers fussent mouillés par la rosée. Cette idée fut mise à exécution moins de 24 heures après avoir été conçue. Madame de Rênal passa toute la journée gaiement avec Julien à diriger les ouvriers. Lorsque le maire de Verrières revint de la ville, il fut bien surpris de trouver l'allée faite. Son arrivée surprit aussi Madame de Rênal. Elle avait oublié son existence. Pendant 2 mois, elle parla avec humeur de la hardiesse qu'on avait eu de faire sans le consulter. Une réparation aussi importante, mais Madame de Rênal l'avait exécutée à ses frais, ce qui le consolait un peu. Et passait ses journées à courir avec ses enfants dans le verger et à faire la chasse aux papillons. On avait construit de grands capuchons de gaz clair avec lesquels on prenait les pauvres lépidoptères. C'est le nom barbare que Julien apprenait à Madame de Rênal, car elle avait fait venir de Besançon le bel ouvrage de M. Godard, et Julien lui racontait les mœurs singulières de ces insectes. On les piquait sans pitié avec des épingles et dans un grand cadre de carton, arrangé aussi par Julien. Il y eut enfin entre Madame de Rênal et Julien un sujet de conversation. Il ne fut plus exposé à l'affreux supplice que lui donnaient les moments de silence. Ils se parlaient sans cesse et avec un intérêt extrême, quoique toujours de choses fort innocentes. Cette vie active, occupée et gaie était du coup de tout le monde, excepté de mademoiselle Élisa, qui se trouvait excédée de travail. Jamais dans le carnaval, disait-elle, quand il y a bal à Verrières, madame ne s'est donné tant de soins pour sa toilette. Elle change des robes 2 ou 3 fois par jour. Comme notre intention est de ne flatter personne, nous ne nierons point que Madame de Rênal, qui avait une peau superbe, ne se fit arranger des robes qui laisseraient les bras et la poitrine fort découverts. Elle était très bien faite, et cette manière de se mettre lui allait à ravir. « Jamais vous n'avez été si jeune, madame, » lui disaient ses amis de Verrières qui venaient dîner à Vergy. C'est une façon de parler du pays. Une chose singulière qui trouva peu de croyance parmi nous, c'était sans intention directe que Madame de Rênal se livrait à tant de soins. Elle y trouvait du plaisir. Et sans y songer autrement, tout le temps qu'elle ne passait pas à la chasse aux papillons avec les enfants et Julien. Elle travaillait avec Élisa à bâtir des robes. Sa seule course à Verrières fut causée par l'envie d'acheter de nouvelles robes d'été qu'on venait d'apporter de Mulhouse. Elle ramena à Vergy une jeune femme de ses parentes. Depuis ce mariage, Madame de Rênal s'était liée insensiblement avec Madame Derville, qui autrefois avait été sa compagne au Sacré-Cœur. Madame Derville riait beaucoup de ce qu'elle appelait les idées folles de sa cousine. « Seule, jamais je n'y penserai, disait-elle. Ces idées imprévues qu'on eût appelées saillies, à Paris, Madame de Rênal en avait honte comme d'une sottise quand elle était avec son mari, mais la présence de Madame Derville lui donnait du courage. Elle lui disait d'abord ses pensées d'une voix timide.
Quand ces dames étaient longtemps seules, l'esprit de Madame de Rênal s'animait. Une longue matinée solitaire passait comme un instant et laissait les deux amis fort gais. À ce voyage, la raisonnable Madame Derville trouva sa cousine beaucoup moins gaie et beaucoup plus heureuse. Julien, de son côté, avait vécu un véritable enfant depuis son séjour à la campagne, aussi heureux de courir à la suite des papillons que ses élèves. Après tant de contraintes et de politiques habiles, seul, loin des regards des hommes, et par instinct ne craignait point Madame de Rênal. Il se livrait au plaisir d'exister, si vif à cet âge et au milieu de plus belles montagnes du monde. Dès l'arrivée de Madame Derville, il sembla à Julien qu'elle était son amie. Il se hâta de lui montrer le point de vue que l'on a de l'extrémité de la nouvelle allée, sous les grands noyers. Dans le fait, il est égal, si ce n'est supérieur à ce que la Suisse et les lacs d'Italie peuvent offrir de plus admirable. Si l'on monte la côte rapide qui commence à quelques pas de là, on arrive bientôt à des grands précipices bordés par des bois, de chênes, qui s'avancent presque jusque sur la rivière. C'est sur les sommets de ces rochers coupés à pic que Julien, heureux, libre, et même quelque chose de plus, roi de la maison, conduisait les deux amis et jouissait de leur admiration pour ces aspects sublimes. « C'est pour moi comme de la musique de Mozart, disait Madame Derville. La jalousie de ses frères, la présence d'un père despote y rempli d'humeur, avait gâté aux yeux de Julien les campagnes des environs de Verrières. À Vergy, il ne trouvait point de ses souvenirs amers. Pour la première fois de sa vie, il ne voyait point d'ennemis. Quand M. de Rênal était à la ville, ce qui arrivait souvent, il osait lire. Bientôt, au lieu de lire, la nuit, encore en ayant soin de cacher sa lampe au fond d'un vase à fleurs inversées, il put se livrer au sommeil. Le jour, dans l'intervalle des leçons des enfants, il venait dans ses rochers avec le livre, unique règle de sa conduite et objet de ses transports. Il y trouvait à la fois bonheur, extase et consolation dans les moments de découragement. Certaines choses que Napoléon dit des femmes, plusieurs discussions sur le mérite des romans à la mode sous son règne, lui donnerait alors pour la première fois quelques idées que tout autre jeune homme de son âge aurait eues depuis longtemps. Les grandes chaleurs arrivèrent. On prit l'habitude de passer les soirées sous un immense tilleul à quelques pas de la maison. L'obscurité y était profonde. Un soir, Julien parlait avec action et jouissait avec délice du plaisir de bien parler à des femmes jeunes en gesticulant, et il toucha à la main de Madame de Rênal, qui était appuyée sur le dos d'une de ces chaises de bois peints que l'on place dans les jardins. Cette main se retira bien vite. Mais Julien pensa qu'il était de son devoir d'obtenir que l'on ne retirât pas cette main quand il la touchait. L'idée d'un devoir à accomplir et d'un ridicule ou plutôt d'un sentiment d'infériorité à encourir, si l'on n'y parvenait pas, éloigna sur le champ tout plaisir de son cœur. Chapitre 9. Une soirée à la campagne. La didon de M. Guérin est esquisse charmante. Strombeck. Ses regards le lendemain, quand il revit Madame de Rênal, étaient singuliers. Il l'observait comme un ennemi avec lequel il va falloir se battre. Ses regards, si différents de ceux de la veille, firent perdre la tête à Madame de Rênal. Elle avait été bonne pour lui et il paraissait fâché. Elle ne pouvait détacher ses regards des siens. La présence de Madame Derville permettait à Julien de moins parler et de s'occuper davantage de ce qu'il avait dans la tête. Son unique affaire toute cette journée fut de se fortifier par la lecture du livre inspiré qui rattrapait son âme. Il abrégea beaucoup les leçons des enfants, et ensuite, quand la présence de Madame de Rênal vint le rappeler tout à fait aux soins de sa gloire, il décida qu'il fallait absolument qu'il permît ce soir-là, sa main resta dans la sienne. Le soleil abaissant et rapprochant, le moment décisif fit battre le cœur de Julien d'une façon singulière. La nuit vint. Il observa avec une joie qui lui ôta un poids immense d'au-dessus la poitrine, qu'elle serrait fort obscure. Le ciel chargé de gros nuages, promenés par un vent très chaud, semblait annoncer une tempête. Les deux amis se promenèrent fort tard. Tout ce qu'elle faisait ce soir-là semblait singulier à Julien. Elle jouissait de ce temps
qui pour certaines âmes délicates semble augmenter le plaisir d'aimer. On s'assit enfin, Madame de Rênal à côté de Julien et Madame Derville près de son ami. Préoccupé de ce qu'il allait tenter, Julien ne trouvait rien à dire. La conversation languissait. Serais-je tremblant et malheureux au premier duel qui me viendra se dit Julien, car il avait trop de méfiance de lui et des autres pour ne pas voir l'état de son âme. Dans sa mortelle angoisse, tous les dangers lui eussent semblé préférables. Que de fois ne désirait-il pas avoir survenir à Madame de Rênal quelque affaire qui l'obligea de rentrer à la maison et de quitter le jardin. La violence que Julien était obligé de se faire était trop forte pour que sa voix ne fût pas profondément altérée. Bientôt la voix de Madame de Rênal devint tremblante aussi, mais Julien ne s'en aperçut point. L'affreux combat que le devoir livrait à la timidité était trop pénible pour qu'il fût en état de rien observer hors lui-même. 9h03 venait de sonner à l'horloge du château sans qu'il eût encore rien osé. Julien, indigne de sa lâcheté, se dit « Au moment précis où 10h sonneront, j'exécuterai ce que pendant toute la journée je me suis promis de faire ce soir. Où je monterai chez moi me brûler la cervelle. » Après un dernier moment d'attente et d'anxiété, pendant lequel l'excès de l'émotion mettait Julien comme hors de lui, 10h sonnèrent à l'horloge qui était au-dessus de sa tête. Chaque coup de cette cloche fatale retentissait dans sa poitrine et y causait comme un mouvement physique. Enfin, comme le dernier coup de 10h retentissait encore, il étendit la main et prit celle de Madame de Rênal, qui la retira aussitôt. Julien, sans trop savoir ce qu'il faisait, la saisit de nouveau. Quoique bien ému lui-même, il fut frappé de la froideur glaciale de la main qu'il prenait. Il la serrait avec une force convulsive. On fit un dernier effort pour la lui ôter. Mais enfin cette main lui resta. Son âme fut inondée de bonheur, non qu'il aimait Madame de Rênal, mais un affreux supplice venait de cesser. Pour que Madame Derville ne s'aperçût de rien et se crut obligée de parler. Sa voix alors était éclatante et forte. Celle de Madame de Rênal, au contraire, trahissait tant d'émotion que son ami la crut malade et lui proposa de rentrer. Julien sentit le danger. Si Madame de Rênal rentra au salon, je vais retomber dans la position affreuse où j'ai passé la journée. J'ai tenu cette main trop peu de temps pour que cela compte comme un avantage qui m'est acquis. Au moment où Madame Derville renouvelait la proposition de rentrer au salon, Julien serra fortement la main qu'on lui abandonnait. Madame de Rênal, qui se levait déjà, se rassit en disant d'une voix mourante « Je me sens à la vérité un peu malade, mais le grand air me fait du bien. » Ces mots confirmèrent le bonheur de Julien qui dans ce moment était extrême. Il parla, il oublia de feindre et il parut l'homme le plus aimable aux deux amis qui l'écoutaient. Cependant, il y avait encore un peu de manque de courage dans cette éloquence qui lui arrivait tout à coup. Il craignait mortellement que Madame Derville, fatiguée du vent qui commençait à s'élever et qui précédait la tempête, ne voulût rentrer seule au salon. Alors il serait resté en tête-à-tête avec Madame de Rênal. Il avait eu presque par hasard le courage aveugle qui suffit pour agir. Mais il sentait qu'il était hors de sa puissance de dire le mot le plus simple à Madame de Rênal. Quelque léger que fussent ses reproches, il allait être battu et l'avantage qu'il venait d'obtenir anéanti. Heureusement pour lui, ce soir-là, ses discours touchants et empathiques trouvèrent grâce devant Madame Derville, qui très souvent le trouvait gauche comme un enfant et peu amusant. Pour Madame de Rênal, la main dans celle de Julien, elle ne pensait à rien et se laissait vivre. Les heures qu'on passa sous ce grand tilleul que la tradition du pays dit planté par Charles le Téméraire furent par elle une époque de bonheur. Elle écoutait avec délice les gémissements du vent dans l'épais feuillage du tilleul et le bruit de quelques gouttes rares qui commençaient à tomber sur ses feuilles les plus basses.
Julien ne remarqua pas une circonstance qui l'eût bien rassuré. Madame de Rênal, qui avait été obligée de lui ôter sa main parce qu'elle se leva pour aider sa cousine à relever un vase de fleurs que le vent venait de renverser à leurs pieds, fut à peine assise de nouveau, qui lui rendit sa main presque sans difficulté, et comme si déjà c'eût été entre eux une chose convenue. Minuit était sonné depuis longtemps. Il fallut enfin quitter le jardin, on se sépara. Madame de Rênal, transportée du bonheur d'aimer, était tellement ignorante qu'elle ne se faisait presque aucun reproche. Le bonheur lui ôta le sommeil. Un sommeil de plomb s'empara de Julien, mortellement fatigué des combats que toute la journée la timidité et l'orgueil s'étaient livrés dans son cœur. Le lendemain, on le réveilla à 5 heures, et ce qui eût été cruel pour Madame de Rênal, si elle le sut, à peine lui donna-t-il une pensée. Il avait fait son devoir, et un devoir héroïque. Rempli de bonheur par ce sentiment, il s'enferma à clé dans sa chambre et se livra avec un plaisir tout nouveau à la lecture des exploits de son héros. Quand la cloche du déjeuner se fit entendre, il avait oublié, en lisant les bulletins de la grande armée, tous ses avantages de la veille. Il se dit d'un ton léger en descendant au salon, « Il faut dire à cette femme que je l'aime. » Au lieu de ses regards chargés de volupté qu'il s'attendait à rencontrer, il trouva la figure sévère de M. de Rênal qui, arrivé depuis 2 heures à de Verrières, ne cachait point son mécontentement de ce que Julien passait toute la matinée sans s'occuper des enfants. Rien n'était laid comme cet homme important ayant de l'humeur en croyant pouvoir la montrer. Chaque mot aigre de son mari perçait le cœur de Madame de Rênal. Quant à Julien, il était tellement plongé dans l'extase, encore si occupé des grandes choses qui, pendant plusieurs heures, venaient de passer devant ses yeux, qu'à peine d'abord put-il rabasser son attention jusqu'à écouter les propos durs qui lui adressait M. de Rênal. Il lui dit enfin assez brusquement « J'étais malade ». Le ton de cette réponse eût piqué un homme beaucoup moins susceptible que le maire de Verrières. Il eut quelque idée de répondre à Julien en le chassant à l'instant. Il ne fut retenu que par la maxime qu'il s'était faite de ne jamais trop se hâter en affaires. Ce jeune sot, se dit-il bientôt, s'est fait une sorte de réputation dans ma maison. Le Valnon peut le prendre chez lui, ou bien il épousa Élisa, et dans les 2 cas, au fond du cœur, il pourra se moquer de moi. Malgré la sagesse et de ses réflexions, le mécontentement de M. de Rênal n'en éclata pas moins par une suite de mots grossiers qui peu à peu irritèrent Julien. Madame de Rênal était sur le point de fondre en larmes. À peine le déjeuner fut-il fini qu'elle demanda à Julien de lui donner le bras pour la promenade, qu'il s'appuyait sur lui avec amitié. À tout ce que Madame de Rênal lui disait, Julien ne pouvait que répondre à demi-voix. Voilà bien les gens riches. Monsieur de Rênal marchait tout près d'eux, sa présence augmentait la colère de Julien. Il s'aperçut tout à coup que Madame de Rênal s'appuyait sur son bras d'une façon marquée. Ce mouvement lui fit horreur. Il la repoussa avec violence et dégagea son bras. Heureusement, Monsieur de Rênal ne vit point cette nouvelle impertinence, et elle ne fut remarquée que de Madame Derville. Son ami fondait en larmes. En ce moment, Monsieur de Rênal se mit à poursuivre à coups de pierre une petite paysanne qui avait pris un sentier abusif et traversé un coin de verger. « Monsieur Julien, de grâce, modérez-vous, songez que nous avons tous des moments d'humeur, » dit rapidement Madame Derville. Julien la regarda froidement avec des yeux où se peignait le plus souvent mépris. Ce regard étonna Madame Derville. Il l'eût surprise bien davantage si elle en eût deviné la véritable expression. Elle y lut comme un espoir vague de la plus atroce vengeance. Ce sont sans doute de tels moments d'humiliation qui ont fait les Robespierre. « Votre Julien est bien violent et m'effraie, » dit tout bas Madame Derville à son amie. « Il a raison d'être en colère, lui répondit celle-ci. Après les progrès étonnants qu'il a fait faire aux enfants, qu'importe qu'ils passent une matinée sans leur parler, il faut convenir que les hommes sont bien durs. » Pour la première fois de sa vie, Madame de Rênal sentit une sorte de désir de vengeance contre son mari. Sa haine extrême qui animait Julien contre les riches allait éclater. Heureusement, M. de Rênal appela son jardinier et resta occupé avec lui à barrer avec des fagots d'épines le sentier abusif à travers le verger. Julien ne répondit pas un seul mot aux prévenances.
dont pendant tout le reste de la promenade il fut l'objet. À peine Monsieur Dronal s'était-il éloigné que les deux amies se prétendaient fatiguées et lui avaient demandé chacune un bras. Entre ces deux femmes dont un trouble extrême couvrait les joues de rougeur et d'embarras, la pâleur hautaine, l'air sombre et décidé de Julien formaient un étrange contraste. Il méprisait ces femmes et tous les sentiments tendres. Quoi se disait-il? Pas même 500 francs de rente pour terminer mes études. Ah, comme je l'enverrai promener. Absorbé par ces idées sévères, le peu qu'il daignait comprendre des mots obligeants des deux amis lui déplaisait comme vide de sens, niais, faible en un mot féminin. À force de parler pour parler et de chercher à maintenir la conversation vivante, il arriva à Madame de Rênal de dire que son mari était venu de Verrières parce qu'il avait fait marcher pour de la paille de maïs avec un de ses fermiers. Dans ces pays, c'est avec de la paille de maïs que l'on remplit les paillasses de lit. Mon mari ne nous rejoindra pas, ajouta Madame de Rênal. Avec le jardinier et son valet de chambre, il va s'occuper d'achever le renouvellement des paillasses de la maison. Ce matin, il a mis de la paille de maïs dans tous les lits du premier étage. Maintenant, il est au second. Julien changea de couleur et regarda Madame de Rênal d'un air singulier et bientôt la prit à part en quelque sorte en doublant le pas. Madame Derville les laissa s'éloigner. « Sauvez-moi la vie, dit Julien à Madame de Rênal, vous seul le pouvez, car vous savez que le valet de chambre me hait à la mort. Je dois vous avouer, madame, que j'ai un portrait, je l'ai caché dans la paillasse de mon lit. » À ce mot, Madame de Rênal devint pâle à son tour. Vous seule, madame, vous pouvez dans ce moment entrer dans ma chambre, fouiller sans qu'il y paraisse. Dans l'angle de la paillasse, qui est le plus rapproché de la fenêtre, vous y trouverez une petite boîte de carton noir et lisse. Elle renferme un portrait, dit Madame de Rênal, pouvant à peine se tenir debout. Son air de découragement fut aperçu de Julien, qui aussitôt en profita. J'ai une seconde grâce à vous demander, madame. Je vous supplie de ne pas regarder ce portrait. C'est mon secret. C'est un secret, répéta Madame de Rênal d'une voix éteinte. Mais quoique élevé parmi des gens fiers de leur fortune et sensibles au seul intérêt d'argent, l'amour avait déjà mis la générosité dans cette âme. Cruellement blessée, ce fut avec l'air de dévouement et le plus simple que Madame de Rênal fit à Julien les questions nécessaires pour pouvoir bien s'acquitter de sa commission. Ainsi, lui dit-elle en s'éloignant une petite boîte ronde de carton noir, bien lisse. « Oui, madame, répondit Julien, de cet air dur que le danger donne aux hommes. » Elle monta au second étage du château, pâle comme si elle fût allée à la mort, pour comble de misère, et sentit qu'elle était sur le point de se trouver mal. Mais la nécessité de rendre service à Julien lui rendit des forces. « Il faut que j'aie cette boîte, se dit-elle en doublant le pas. Elle entendit son mari parler au valet de chambre dans la chambre même de Julien. Heureusement, ils passèrent dans celle des enfants. Elle souleva le matelas et plongea la main dans la paillasse avec une telle violence qu'elle s'écorcha les doigts. Mais quoique fort sensible aux petites douleurs de ce genre, elle n'eut pas la conscience de celle-ci, car presque en même temps, elle sentit le poli de la boîte de carton. Elle la saisit et y disparut. À peine fut-elle délivrée de la crainte d'être surprise par son mari que l'horreur que lui causait cette boîte fut sur le point de la faire décidément se trouver mal. Julien est donc amoureux et je tiens là le portrait de la femme qu'il aime. Assise sur une chaise dans l'antichambre de cet appartement, Madame de Rênal était en proie à toutes les horreurs de la jalousie. Son extrême ignorance lui fit encore utile en ce moment. L'étonnement tempérait la douleur. Julien parut, saisit la boîte, sans remercier, sans rien dire, et courut dans sa chambre où il fit du feu et il la brûla à l'instant. Il était pâle, anéanti, il s'exagérait l'étendue du danger qui venait de courir.
Le portrait de Napoléon, se disait-il en hochant la tête. Trouvé caché chez un homme qui fait profession d'une telle haine pour l'usurpateur. Trouvé par M. de Rênal tellement irrité, et pour comble d'imprudence sur le carton blanc derrière le portrait, des lignes écrites de ma main, et qui ne peuvent laisser aucun doute sur l'excès de mon admiration. Et chacun de ces transports d'amour est daté. Il y en a d'avant-hier. Toute ma réputation tombait anéantie en un moment, se disait Julien, en voyant brûler la boîte, et ma réputation est tout mon bien. Je ne vis que par elle, et encore qu'elle vit, grand Dieu. 1 heure après, la fatigue et l'appétit qui sentait pour lui-même le disposaient à l'attendrissement. Il rencontra Madame de Rênal et prit sa main, qui baisa avec plus de sincérité qu'il n'avait jamais fait. Et rougit de bonheur, et presque au même instant, repoussa Julien avec la colère de la jalousie. La fierté de Julien, si récemment blessée, en fit un saut dans ce moment. Il ne vit en Madame de Rênal qu'une femme riche. Il laissa tomber sa main avec des dents et s'éloigna. Il alla se promener pensif dans le jardin. Bientôt un sourire amer parut sur ses lèvres. Je me promène là, tranquille, comme un homme maître de son temps. Je ne m'occupe pas des enfants. Je m'expose aux mots humiliants de M. de Rênal et il aura raison. Il courut à la chambre des enfants. Les caresses du plus jeune, qu'il aimait beaucoup, calmèrent un peu sa cuisante douleur. Celui-là ne me méprise pas encore, pensa Julien, mais bientôt il se reprocha cette diminution de douleur comme une nouvelle faiblesse. Ces enfants me caressent comme ils caresseraient le jeune chien de chasse que l'on a acheté hier. Chapitre 10. Un grand cœur et une petite fortune. But passion must dissembles, yet betrays, even by its darkness, as the blackest sky foretells the heaviest tempest. Don Juan. Monsieur de Rênal, qui suivait toutes les chambres du château, revint dans celle des enfants, avec les domestiques qui rapportaient les paillasses. L'entrée soudaine de cet homme fut pour Julien la goutte d'eau qui fut déborder le vase. Plus pâle, plus sombre qu'à l'ordinaire, il s'élança vers lui. Monsieur de Rênal s'arrêta et regarda ses domestiques. « Monsieur, lui dit Julien, croyez-vous qu'avec tout autre percepteur, vos enfants eussent fait les mêmes progrès qu'avec moi? Si vous répondez que non, continua Julien, sans laisser à monsieur de Rênal le temps de parler, comment osez-vous m'adresser le reproche que je les néglige? Monsieur de Rênal, à peine remis de sa peur, conclut du ton étrange qu'il voyait prendre à ce petit paysan qu'il avait en poche quelques propositions avantageuses et qu'il allait le quitter. La colère de Julien s'augmentait à mesure qu'il parlait. « Je puis vivre sans vous, monsieur, ajouta-t-il. Je suis vraiment fâché de vous voir si agité, répondit monsieur de Rênal, en balbutant un peu. Les domestiques étaient à 10 pas, occupés à ranger les lits. « Ce n'est pas ce qu'il me faut, monsieur, reprit Julien hors de lui. Songez à l'infamie des paroles que vous m'avez adressées, et devant des femmes encore. » Monsieur de Rênal ne comprenait que trop ce que demandait Julien, et un pénible combat déchirait son âme. Il arrivait que Julien, effectivement fou de colère, s'écria « Je sais où aller, monsieur, en sortant de chez vous. » À ce mot, monsieur de Rênal vit Julien installé chez monsieur Valmont. « Eh bien, monsieur, lui dit-il enfin avec un soupir et de l'air dont il lui appelait le chirurgien pour l'opération la plus douloureuse, j'accepte votre demande. À compter d'après-demain, qui est le 1er du mois, je vous donne 50 francs par mois. » Julien eut envie de rire et resta stupéfait. Toute sa colère avait disparu. « Je ne méprisais pas assez l'animal, se dit-il. Voilà sans doute la plus grande excuse que puisse faire une âme aussi basse. » Les enfants qui écoutaient cette scène bouche béante coururent au jardin dire à leur mère que M. Julien était bien en colère, mais qu'il allait avoir 50 francs par mois. Julien les suivit par habitude sans même regarder M. de Rênal, qui laissa profondément irrité. « Voilà 168 francs, se disait le maire, qui me coûte M. Valmont. Il faut absolument que je lui dise que de mots fermes sur son entreprise des fournitures pour les enfants trouvés. »
Un instant après, Julien se retrouva vis-à-vis de M. de Rênal. « J'ai à parler de ma conscience à M. Chélan. J'ai l'honneur de vous prévenir que je serai absent quelques heures. » « Et mon cher Julien, dit M. de Rênal en riant de l'air le plus faux, toute la journée si vous voulez, toute celle de demain, mon bon ami. Prenez le cheval du jardinier pour aller à Verrières. » « Le voilà, se dit M. de Rênal, qui va rendre réponse à Valnon. Il ne m'a rien promis, mais il faut laisser se refroidir cette tête de jeune homme. » Julien s'échappa rapidement et monta dans les grands bois par lesquels on peut aller de Vergy à Verrières. Il ne voulait point arriver sitôt chez M. Chélan. Loin de désirer s'astreindre à une nouvelle scène d'hypocrisie, il avait besoin d'y voir clair dans son âme et de donner audience à la foule de sentiments qui l'agitaient. « J'ai gagné une bataille, se dit-il aussitôt, qui se vit dans le bois et loin du regard des hommes. J'ai donc gagné une bataille. » Ce mot lui peignit en beau toute sa position et rendit à son âme quelque tranquillité. « Me voilà avec 50 francs d'appointement par mois. Il faut que M. de Rênal ait une belle peur. Mais de quoi? Cette méditation sur ce qui avait pu faire peur à l'homme heureux et puissant contre lequel une heure auparavant il était bouillant de colère acheva de rasséréner l'âme de Julien. Il fut presque sensible un moment à la beauté ravissante des bois au milieu desquels il marchait. D'énormes quartiers de roches nus étaient tombés jadis au milieu de la forêt du côté de la montagne. De grands êtres s'élevaient presque aussi haut que ces rochers dont l'ombre donnait une fraîcheur délicieuse à trois pas des endroits où la chaleur des rayons du soleil eût rendu impossible de s'arrêter. Julien prenait haleine un instant à l'ombre de ces grandes roches, et puis se remettait à monter. Bientôt par un étroit sentier, à peine marqué, ce qui sert seulement aux gardiens de chèvres, il se trouva debout sur un roc immense et bien sûr d'être séparé de tous les hommes. Cette position physique le fit sourire. Elle lui peignit la position qui brûlait d'atteindre au moral. L'air pur de ces montagnes élevées communiqua la sérénité et même la joie de son âme. Le maire de Verrières était bien toujours à ses yeux le représentant de tous les riches et de tous les insolents de la terre, mais Julien sentait que la haine qui venait de l'agiter, malgré la violence de ses mouvements, n'avait rien de personnel. S'il eût cessé de voir M. de Rênal en 8 jours et il eût oublié, lui, son château, ses chiens, ses enfants et toute sa famille. Je l'ai forcé, je ne sais comment, à faire le plus grand sacrifice. Quoi ? Plus de 50 écus par an. Un instant auparavant, je m'étais tiré du plus grand danger. Voilà 2 victoires en un jour. La seconde est sans mérite. Il faudrait en deviner le comment. Mais à demain les pénibles recherches. Julien, debout sur son grand rocher, regardait le ciel, embrassé par un soleil d'août. Les cigales chantaient dans le champ au-dessous du rocher. Quand elles se taisaient, tout était silence autour de lui. Il voyait à ses pieds 20 lieues de pays. Quelques éperviers, partis de grands rochers au-dessus de sa tête, étaient aperçus par lui de temps à autre, décrivant en silence ces cercles immenses. L'œil de Julien suivait machinalement l'oiseau de proie. Ses mouvements tranquilles et puissants le frappaient. Il enviait cette force, il enviait cet isolement. C'était la destinée de Napoléon. Serait-ce un jour la sienne ? Voilà, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Vous me direz si vous aimez ce style de vidéo avec un livre ou bien sans livre, c'est mieux. Moi, c'est un peu difficile de suivre, qu'il n'y a pas de flou quand je vous montre le livre et puis lire en même temps. Je vous avoue que je préférais plutôt lire que de vous montrer le livre. Mais dites-moi si ça vous convient ou ça vous fait ni chaud ni froid à voir le livre devant vos yeux. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention, de votre patience, parce que c'était assez long en vidéo. Et je vous dis à très bientôt, au samedi prochain, pour la lecture Le Rouge et le Noir, tous les samedis. Au revoir.